Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation et merci pour toute l'équipe qui a contribué bah, le- le- à la semaine des sciences sociales. Je suis très honoré et très content d'être là aujourd'hui, notamment en raison, comme disait Lise, en raison de la chaire de recherche qui va être lancée bientôt, et puis aussi de parler d'un sujet qui parfois bascule entre le tabou et puis le non-dit et puis le pas clair, etc. Aujourd'hui, je dois vous dire, je sais que j'ai un temps très limité, je dois vous dire que j'ai eu une difficulté, comme je le disais à mon collègue tout à l'heure, de dire de quoi je vais parler en parlant d'intégration et de gestion des diversités. Et croyez-moi, j'étais dans un dilemme parce que j'ai beaucoup de matériel, mais au même temps, je vais essayer d'utiliser des mots clairs, pas pour parler du sujet dans son exhaustivité, pas pour parler des sujets juste qui fâchent, c'est-à-dire concernant la discrimination notamment. Et d'ailleurs, je ne pointerai pas forcément toujours la discrimination comme une barrière, on verra. Et je vais essayer d'abord une approche constructive sur la question de l'intégration et de la gestion des diversités en emploi. La deuxième chose que vous allez ressentir peut-être dans ma présentation, c'est que j'ai essayé de surfer entre trois niveaux, c'est-à-dire le niveau micro, méso et macro. J'avais pas le choix, il fallait que je parle de l'organisation, de ce qui se passe dans une entreprise, parce qu'on en parle, parce que les conditions économiques, notamment des raretés de main-d'œuvre, le demandent. Et j'avais pas le choix de parler, d'avoir une vision régionale pour deux raisons. La première, parce qu'il y a un problème de la régionalisation, notamment de l'immigration, et de comment amener les personnes migrantes à arriver en région. Et c'est la solution qui est visée aussi bien par les ministères de l'Emploi et de l'immigration en général. Euh, et puis, le niveau macro, pour moi, est très important. C'est peut-être une des formations professionnelles. Je suis professeur en politique publique. Donc, je pense que les politiques publiques d'immigration et d'intégration sont très importantes. Donc, je vais essayer de le faire d'une manière cohérente. Et je vais essayer de vous donner quelques éléments d'une étude qu'on a réalisée récemment sur l'intégration et la gestion des diversités. Donc, le plan de la présentation va s'enchaîner ainsi, va se décliner comme ça. D'abord, je vais parler le contexte dans lequel on est, les enjeux. Ensuite, je vais donner des définitions brèves de la diversité, de l'intégration, brèves mais importantes, pour savoir de quoi on parle. Et ensuite, il sera question de parler des dimensions de la gestion de la diversité, pas dans leur définition sémantique ou conceptuelle, mais plutôt de vous donner les résultats les plus importants d'une étude que nous avions réalisée l'année dernière. Après, je vais enchaîner avec les barrières à l'intégration, mais comme vous voyez dans le titre, moi j'ai tendance à associer barrières et stratégie. J'ai été très souvent un petit peu quasiment insulté par les médias, souvent qui parlent soit de barrières, soit d'échecs. C'est très rare qu'on véhicule des histoires de réussite dans les médias, et puis je pense que si on parle d'une barrière à l'intégration, il faut enchaîner avec la stratégie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je vais finir avec des avenues futures pour une meilleure intégration et gestion de la diversité. Et là encore, vous allez voir, il y aura trois stades, micro, méso et macro. Donc je vais commencer avec le contexte de la présentation. Donc, comme vous voyez ici, le contexte dans lequel on est, je vais aller un peu vite pour ce point-là, parce que tout le monde le sait, on n'arrête pas de le dire. On est dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité. Je choisis volontairement le mot et le concept de rareté que pénurie, parce que pénurie n'existe pas, il y a toujours quelqu'un qui peut faire la job. Mais c'est des raretés de main-d'œuvre qu'on peut trouver dans certains secteurs d'activité et dans certaines régions. Il faut dire qu'il n'y a pas une uniformité au niveau des raretés, mais aussi bien les instances gouvernementales que les économistes, que les employeurs vont parler de cette question de rareté. L'autre contexte qu'on ne peut pas passer à côté, c'est le contexte relatif aux indicateurs du marché de travail qui sont défavorables aux personnes issues de la diversité, notamment de la diversité ethnoculturelle. Je n'ai pas amené de chiffres volontairement, au moins pour ne pas vous déprimer cet après-midi, mais parce que les chiffres sont éloquents, les différences sont éloquentes. Ça va du simple au double. Quand je vous dis, c'est-à-dire au Québec, juste vite fait comme ça, si le taux de chômage au Québec au niveau de la province est d'environ 6,8%, on va trouver pour les immigrants, il est de 12,2%. Et là, notamment, je ne voulais pas amener les chiffres parce que
pour ne pas tomber dans des amalgames. Je parle des personnes immigrantes arrivées récemment au Québec, c'est-à-dire les 5 dernières années. Et plus on avance, moins c'est grave, c'est-à-dire pour les personnes qui sont arrivées les 10 dernières années, vous allez trouver un taux de chômage d'environ 9%, et puis après 15 ans, ils finissent par s'intégrer. Donc quoi, c'est une autre chose, mais ils finissent par s'intégrer. Donc, vous avez le taux de chômage les plus hauts et symétriquement, vous avez donc des taux d'emploi qui sont les plus bas, relativement plus bas. Et puis il y a des indicateurs dont on ne parle pas beaucoup, qu'on ne voit pas souvent dans les statistiques Canada, que j'ai conclu ici à travers les études qualitatives que j'avais recensées dans un article récemment. Il y a une surreprésentation dans les emplois atypiques, dans le travail à temps partiel, le travail sur appel, les congés à durée déterminée, les contrats à durée déterminée. Dans le travail autonome, je ne sais pas combien de femmes immigrantes les 5 dernières années est rendue éducatrice dans une garderie ou qui ouvre sa propre garderie. Donc il y a une surprésentation dans les emplois atypiques. Je ne suis pas en train de dire que c'est des emplois précaires. Moi, je fais la différence entre emploi atypique et emploi précaire, mais c'est quand même des emplois atypiques. Pas avec une sécurité des revenus, pas sans sécurité de l'emploi, parfois même sans la sécurité, les institutions de la sécurité sociale. La syndicalisation, il y a très peu d'études qui analysent l'accès aux syndicats selon que la personne est migrante ou pas. Mais la seule étude de Gilmore qu'on a de 2009 montre justement qu'il y a une syndicalisation plus faible. Et qui dit syndicalisation plus faible, dit bien sûr une moindre protection au niveau de l'emploi. La vitesse d'intégration, elle est plus lente. Donc, même si les études de Renault l'ont montré, et les études de 2013 de Guy Lacroix, etc., ont relativisé un peu les études, mais quand même confirment l'idée, c'est une intégration plus lente. Et puis la déqualification, les travaux peut-être que vous avez lus à droite et à gauche, notamment de ma collègue Marie-Thérèse Chicha de l'Université de Montréal, montrent justement comment la possibilité de déqualification est très importante pour les personnes migrantes. Et puis le dernier élément de contexte, c'est les difficultés régionales à attirer la main-d'œuvre immigrante, notamment dans les petites et moyennes entreprises, et sachant l'importance des PME, donc ça peut être une contrainte majeure ça, de la régionalisation. Et pourtant, on en parle depuis au moins une quinzaine d'années, comment amener les personnes immigrantes vers les régions. Dans le reste du Canada, on réussit à le faire beaucoup mieux qu'au Québec, donc on se pose de sérieuses questions, pourquoi les employeurs n'arrivent pas à le faire, et c'est un casse-tête même pour l'employeur. Je vais prendre 1 minute pour parler, et même 2, pour parler de la question de l'intégration, parce que je trouve que c'est un concept qu'on utilise souvent d'une manière un petit peu même hasardeuse. Je veux m'arrêter avec vous sur la question de l'intégration, notamment des personnes immigrantes. Je choisis le mot intégration et non pas insertion professionnelle. Ma formation d'économiste du travail m'aurait amené à utiliser insertion professionnelle, mais on m'a appris que insertion, ça veut dire avoir un emploi à l'instant T, et ça s'arrête là. Le mot intégration considère la relation entre la formation de l'individu et l'emploi qu'il occupe, considère la satisfaction de la personne. En fin de compte, elle considère le travail au-delà de sa fonction de marchandise. Le travail est tridimensionnel, il est social, il est psychologique, et il a un aspect aussi pécuniaire. Pour moi, je suis un économiste institutionnaliste, mais ça c'est un détail, on s'en fout. Donc, pour l'intégration, pour moi, elle est basée sur une institution. Et l'institution au Québec, elle a été signée en 91, elle s'appelle les accords Gagnon, Tremblay et McDougall, et elle est très claire. Elle définit l'intégration non pas comme un moment précis dans le temps, mais comme un processus. Et ça, ce mot-là est très important. À partir du moment où on définit l'intégration comme un processus, on accepte explicitement qu'elle prend du temps et qu'elle nécessite donc des dispositifs institutionnels de part et d'autre pour accompagner, le mot accompagner est magique dans l'intégration, les personnes qui arrivent. Le premier point dans ce processus-là, c'est l'interculturalisme québécois. Je n'ai pas le temps d'en parler, je m'en excuse vraiment, parce qu'il y a toute une théorie sur la question de l'interculturalisme, et elle est tellement comprise différemment comme Bouchard, de Bouchard-Taylor, que pour lui, et c'est une vision personnelle, mais je l'assume, pour lui, l'interculturalisme, c'est comme, pour moi, c'est un modèle assimilationniste, c'est-à-dire comme on est une minorité, donc la minorité doit se vendre dans notre minorité. Pour moi, souvent, ça frôle un petit peu avec un nationalisme malsain, mais bon, il y a quand même des équipes à Montréal, notamment l'équipe de Bob White, qui définissent
la question de l'interculturalisme d'une manière un peu plus ouverte, on va dire. La question de la bidirectionnalité est aussi très importante dans la question d'intégration, et je pense qu'il faut la rappeler souvent, même aux personnes qui nous gouvernent, que la bidirectionnalité, et on a signé pour, c'est-à-dire que pour accompagner les personnes immigrantes, ça prend un effort et des personnes immigrantes, avant même qu'elles arrivent, et des personnes qui sont là. Donc la bidirectionnalité, ça suppose qu'il y a un mouvement de va-et-vient au niveau des efforts consentis par les uns, les unes et les autres au niveau de l'intégration socio-professionnelle. La question de l'interaction, du coup, elle est très importante de la société d'accueil des personnes immigrantes, et l'association entre le mot intégration sociale et intégration professionnelle est importante. On ne s'intègre pas professionnellement sans s'intégrer socialement et vice-versa. Toutes les études le montrent. Donc, et puis, ce n'est pas le modèle qu'on veut au Québec, que les personnes viennent travailler, rentrent chez eux et qui parlent avec personne dans la rue. Donc, on veut une intégration socio-professionnelle. Donc, maintenant, sur la question de la diversité, je ne vais pas expliquer le tableau. C'est les paradigmes de la diversité qui sont basés un petit peu sur des dimensions qu'on va retrouver plus tard, sur la lutte contre la discrimination, la valorisation des différences et l'unification du collectif diversité. Et ça, c'est le point de chute. C'est-à-dire le jour où ça sera très bien, c'est quand ça ne nous vient même pas à l'esprit de dire, lui, il vient d'ici, il vient de là, et puis c'est comme... Une petite anecdote encore, c'est des petits détails, mais encore, il y a, à l'occasion de la chaire de recherche, le fil des activités, le fil, c'est le journal d'université, m'envoie un article qui va écrire, il écrit « Le chercheur d'origine tunisienne », etc. S'intéresse à la question de l'intégration, mais je lui ai dit « Je ne m'intéresse pas à ça parce que je suis tunisien ». Donc je m'intéresse à ça parce que je suis en politique publique et l'intégration est un élément des politiques publiques d'emploi très important. Donc c'est des petites choses comme ça qu'on voit souvent. Et puis un jour, quand on ne parlera plus de ça, je pense qu'on arrive au troisième stade concernant le collectif de diversité. Mais laissez-moi définir ici le sens diversité qu'on utilise là. Le mot diversité, on utilise ici dans ce cadre-là concernant la main-d'œuvre. La diversité de la main-d'œuvre selon l'origine. La diversité de la main-d'œuvre, ça peut être selon l'âge, selon le genre, homme, femme, transgenre, selon l'orientation sexuelle concernant les LGBT et selon les capacités ou les incapacités physiques ou mentales. Et là, on parle des personnes ayant des incapacités physiques ou mentales, justement, comme on discutait tout à l'heure. Ça peut être aussi des personnes qui ont des problèmes judiciaires, c'est-à-dire, on l'a vu dans certaines entreprises. Donc, la diversité dans ce cas-là, et pour l'étude que je vous montrais, concerne tous ces éléments-là, même si elle est souvent confondue à la question ethnoculturelle quand on parle des diversités. J'ouvre une petite parenthèse, souvent on utilise aussi le concept les diversités, que j'utilise personnellement même pour la chaire, et on a mis du temps avec le ministère pour que ce soit les diversités. Et là, on ne parle pas juste de la diversité de la main-d'œuvre selon les caractéristiques biographiques, mais on parle de la diversité même selon le cheminement sur le marché de travail, sur ces transitions. Donc, il y a plusieurs formes de diversité, d'accord ? Ce n'est pas nos propos aujourd'hui, donc je vais continuer un peu avec les résultats de la recherche. Je ne peux pas tout présenter, j'ai fait un choix, parce que la recherche, elle porte sur les questions des enjeux de l'attraction, de l'intégration et de la rétention de la main-d'œuvre. Là, j'ai choisi de parler plus de l'intégration de la main-d'œuvre parce que c'est le sujet du jour. Et puis, on a été surpris par plusieurs choses, je dois vous avouer, comme c'était une étude qu'on a faite dans 31 petites et moyennes entreprises dans la région de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Et on a contacté plusieurs entreprises justement qui rencontrent des problématiques de rareté de main-d'œuvre et afin de combler les postes qu'ils ont dans leurs organisations. On a été surpris par la première chose, on a dit aux gens, mais c'est quoi la diversité pour vous? C'est la première question qu'on a posée aux gens. C'est quoi la diversité? Même aujourd'hui, on se pose la question ici. C'est quoi la diversité? Et les personnes ont eu tendance à répondre surtout en parlant de l'origine ethnique. Je dirais des pourcentages vite faits, mais qui représentent peut-être 90% nous en parlaient de l'origine ethnique. Et après, elle cite l'âge ou le genre.
c'est-à-dire l'âge en deuxième lieu, le genre en troisième lieu. Il y a peut-être un biais ici. Quand je suis en phase 2 et que je dis c'est quoi la diversité, on est d'accord, je suis quand même un petit peu bronzé, je m'appelle Kamel Beji, et puis il y a un petit biais, mais au moins inconscient, on va dire. Mais quand même, les gens parlent de ça, la question ethnoculturelle plus qu'autre chose. Nous avions été très surpris que les personnes ne parlent pas des LGBT. Pas du tout. Alors là, c'est dans l'angle mort. Et la surprise, comme je dis à mon collègue tout à l'heure, la surprise, c'est que concernant les personnes handicapées ou avec des incapacités, on en parlait très rarement. Je pense que pour 31 entreprises, on les a citées 2 fois. C'est-à-dire les personnes qui sont en chaise roulante ou des personnes avec des incapacités mentales ou physiques. Et quand j'abordais le sujet, on dit ah bah oui, ok, c'est ça la diversité. Bah oui, c'est ça la diversité aussi. Et puis donc inutile de vous dire que juste en pensant ça, je vous laisse penser qu'il y a pas de mesures vraiment pour les personnes. Bon, il y a des mesures des fois pour les personnes en chaise roulante pour atteindre le milieu de travail, mais il n'y avait pas dans 31 entreprises, il n'y avait pas tant d'employés que ça qui avaient un handicap et puis des incapacités, et puis il n'y avait pas de mesures ni des outils aidant les gestionnaires en ressources humaines à accompagner leur intégration. Pardon. Quand on parle aux gestionnaires également, on parle de la diversité. Pour eux, ils se protègent aussi, ils sont dans une optique de protection. Et bien nous ce qu'on privilégie, c'est la compétence. Mais c'est très bien parce que, a priori, moi, quand j'entends ça, je dis c'est très bien, ils sont équitables. Pour eux, c'est la compétence de l'entreprise et c'est logique parce que leur objectif, c'est de maximiser le profit, diraient les économistes. Donc c'est normal qu'ils soient dans cette optique-là. Mais par contre, le côté inquiétant, c'est confondre l'équité et l'égalité. C'est-à-dire donner la même chose à tout le monde ne permet pas d'atteindre forcément l'équité parce que les gens ne partent pas dans la même ligne de départ au départ. Donc si on n'accompagne pas les gens avec des mesures, on va dire équitables, pour mieux les intégrer dans leur organisation, forcément on est dans un dilemme d'égalité qui n'est pas toujours équitable. Après, la question, certaines PME attestent aussi que la diversité s'impose à eux. Là aussi, c'est un petit résultat inquiétant. Il y aura des bonnes choses, hein, je ne suis pas juste dans ce qui est inquiétant, mais c'est inquiétant quand on dit, bah, moi, l'immigration, en fin de compte, c'est une contrainte. Ça part mal, pour moi, ça part mal. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je n'ai pas eu le choix de l'avoir. J'ai cherché partout, bah, je vais les prendre, les étrangers. J'ai tout entendu, hein, les étrangers, les importés, en tout cas tous les noms, mais tout à fait, on n'a pas pris ça méchamment. En fait, l'idée, quand on fait une étude sur l'intégration des personnes immigrantes, je pense qu'il faut être prêt à tout entendre, parce que sinon, il y aura des barrières communicationnelles très rapidement. Donc, en fin de compte, c'est la rareté de main-d'œuvre qui oblige les personnes à s'ouvrir à la diversité. Et il y a des personnes qui ont dit clairement, si on trouve quelqu'un d'ici, même s'il est moins compétent, et on dit une chose complètement différente avant, on va le prendre. Et puis, je vous passe l'histoire des CV qui a été fait plusieurs fois jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez faire l'exercice des CV et ça passera à chaque fois. Toujours par la même, changer le nom du CV dans un CV, enlever le lieu d'obtention du diplôme, etc. et le résultat ne sera pas le même. Les pratiques d'intégration des personnes immigrantes pays pour personnes immigrantes qu'on a vues, pardon, ne sont pas très importantes. Au fait, c'était au début quand on a fait l'étude, parce qu'on avait quand même un certain financement, un bon financement, et pour arriver dans les entreprises, on dit, bah, il n'y a aucune pratique d'intégration. Il n'y a pas de pratique d'intégration. Nous, on intègre toutes les personnes de la même manière. On ne fait rien pour les personnes immigrantes, bah, ils sont comme les autres employés. Il faut qu'on soit équitable avec tout le monde. Mais quand on gratte un petit peu, tout se fait d'une manière informelle. C'est-à-dire, en fin de compte, juste le temps que passent certains conseillers en ressources humaines pour ça est très important. Est-ce qu'il me reste 10 minutes ou Ok, donc je vais aller vite. Je vais aller très vite même sur ces histoires-là des pratiques d'intégration. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui misent sur la contribution des employés immigrants, c'est-à-dire pour les faire participer à l'accueil. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des séances d'information où ils désignent une personne. Ça, on l'a vu beaucoup dans le secteur des TI, d'ailleurs, le secteur des technologies de l'information et de la communication.
c'est peut-être le secteur exemple qui donne l'exemple au niveau des pratiques. C'est tout à fait normal, c'est là que les besoins sont les plus importants. Ils n'ont pas le choix de le faire. Ils ont une compétence, ils ont maintenant une expérience et une compétence dans cela depuis quelques années. Il y a des entreprises qui offrent des cours de francisation, sachant que le gouvernement le fait aussi. Il y a des programmes gouvernementaux, mais les entreprises le font. Il y en a qui offrent des cours d'anglais également. On sous-estime l'importance de l'anglais dans l'intégration socio-professionnelle des francophones. Et puis, c'est ça. Et juste un petit chiffre. Les personnes, aujourd'hui au Québec, les personnes qui s'intègrent le moins bien, c'est les personnes qui sont issues de pays francophones et non pas de pays qui ne parlent pas le français. J'ai des explications, mais je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. Il y en a qui font des mises à niveau professionnel. Après, on a vu qu'il y a des entreprises qui découvrent l'enjeu majeur de l'attraction des pays. Donc, on a vu plusieurs types d'entreprises. Il y en a qui découvrent un peu l'enjeu majeur de l'attraction. Et là, ils gèrent à l'informel, au cas par cas. Là, on l'a vu dans les entreprises. Là, ils tiennent compte s'il y a un mentor. Des fois, ça dépend même de l'intérieur. Si des Brésiliens qui sont là, on va faire quelque chose. Si c'est des Africains du Nord, on va faire ça. Et puis, on voit beaucoup d'amalgames, beaucoup, etc. Et c'est ça, l'informel, il est très bien parce qu'il permet de trouver des solutions à court terme. Mais le problème avec l'informel, c'est que ça devient beaucoup de subjectivité. Et le jour J où il faut prendre une décision de recruter ou de se séparer d'un employé, ça devient moins beau. C'est-à-dire parce qu'on n'a pas de repère, il n'y a pas de balise institutionnelle au niveau de la gestion des ressources humaines, des balises qui soient éthiques, naturellement, pour prendre des décisions. Il y a des entreprises qui aident à l'installation de familles. Ça, c'est très bien, ça marche bien. Il y a des entreprises, on l'a vu, même à l'Université Laval, j'avais déjà vu des profs recrutés, mais leur épouse est exactement ou époux recrutés pour faciliter l'intégration. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font, qui cherchent dans la région, justement, la possibilité de le faire. C'est ça, je veux m'arrêter. Je viens d'un département qui s'appelle Relations industrielles, donc j'ai à cœur un petit peu la participation des syndicats. Et puis j'avais à rougir de ça parce que dans les entreprises qu'on a vues, le syndicat ne fait rien. Alors là, mais au contraire, le syndicat peut être un frein à l'intégration en disant mais nous, nos adhérents, et c'est pas grave s'ils ne sont pas des immigrants, c'est pas équitable. Et puis, je pense, et je le dis même face à mes collègues, là, j'ai pas honte de ça, je dois dire que l'institution syndicale, jusqu'à aujourd'hui, dans sa réflexion du renouveau syndical, ne met pas encore, vraiment, ne prend pas le courage de dire, bah, la main-d'œuvre s'est diversifiée, la main-d'œuvre a changé, les besoins ont changé, dans la négociation des conventions collectives, il va falloir tenir compte de ça. Le syndicat ne le fait, il fait juste parler de ça dans des pamphlets, à part ça, il n'y a rien. J'assume mes mots de ce que j'ai vu dans plusieurs institutions syndicales et je trouve ça déplorable. Mais il y a une ouverture, des collègues nous contactent justement, depuis qu'ils ont entendu parler de la chaire, de faire des études et de comprendre pourquoi les personnes immigrantes n'adhèrent pas, quel est le rapport de l'immigrant au syndicat. Mais je pense que c'est un chantier, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Donc le secteur, comme j'ai dit, TI, le seul secteur travaillant régulièrement avec les ressources externes. Par exemple, les centres de francisation ou les centres d'intégration en emploi. Il y a quelques obstacles à l'intégration, je vais profiter, j'allais très vite pour parler. Il y a les obstacles linguistiques, tout le monde en parle, je ne prendrai pas ici. Des obstacles institutionnels, comme la question de la reconnaissance des acquis de compétences. C'est un chapitre à part, je pourrais faire juste une présentation pour ça. Mais on est encore là-dedans, c'est-à-dire la reconnaissance des acquis de compétences. Le gouvernement récemment a fait un pas en avant pour ça avec la loi 98, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est très bien, mais c'est loin d'être suffisant. Mais c'est quand même bien d'en parler déjà, que ce soit pour des raisons électoralistes ou pas, mais c'est très bien quand même d'en parler. Après, il y a des obstacles culturels qu'on voit. Moi, j'arrive, une conseillère en ressources humaines dit « Mais Kamel, je ne peux pas recruter des Arabes. » Je dis « Mais pourquoi ? On a un Algérien, il fume, pendant la pause, il fume la chicha dans sa voiture. » Vous savez ce que c'est la chicha, l'espèce de narguilé, là, le truc qu'on fume, etc. Et moi, biaisé par ma culture, j'ai dit mais il n'y a pas de drogue dedans. Hein. Elle me dit mais c'est pas ça le problème. Il dit mais il s'intègre pas avec les personnes, il est allé, on voit juste de la fumée dans la voiture, etc. Ils ont dépassé ça jusqu'au jour, il y a eu un problème avec un autre collègue de cette personne-là, et regardez comment l'informel n'est pas bien. La question de la chicha est revenue, et puis la personne, on s'est séparé de cette personne-là pour
pour mauvais compte, pour chicha, c'est ça. Donc, il y a la culture de l'entreprise, il y a la culture du marché de travail qui n'est pas la même. Là, je peux vous citer les exemples de la communication, il y en a plein, où on essaie de... Les gens pensent avoir compris les choses, mais ils ne les comprennent pas. Il y a des obstacles dont on parle le moins, les discriminations. Là, je vais être honnête avec vous, on en parle, mais encore là avec un tabou. Vous savez, il y a un comité conseil sur la question de la discrimination, vous en avez entendu parler, je peux le dire maintenant, j'en ai fait partie du comité. Et aujourd'hui, aujourd'hui même, il y a eu le fameux forum sur la diversité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est juste n'importe quoi, ce forum sur la diversité. On voulait une vraie commission, on arrive à un forum aujourd'hui. Donc, vous voyez, la question de la discrimination est encore un petit tabou là dont on parle à demi-mot encore. Je parle en dehors de la scène des conférences universitaires, etc. Il y a des comportements discriminatoires, il faut l'avouer, il y a de la discrimination systémique. Dans le choix, même la discrimination systémique pour les gestionnaires de ressources humaines, même dans leur manière d'afficher le poste. Des fois, je donne juste un exemple, ils affichent un poste et ils demandent regardez, je vais prendre mon domaine. Nous souhaitons avoir un baccalauréat en relations industrielles, parce que relations industrielles n'existent pas en dehors de l'Amérique du Nord. Les gens, ils ne savent même pas ce que c'est. Même des jeunes ici maintenant au Québec ne savent pas, dites pas que j'ai dit ça, ne savent pas ce que c'est relations industrielles. C'est comme dirait mon collègue français, c'est très british comme appellation. Donc, ça c'est une petite discrimination systémique, et j'en passe, il y en a plein. Donc, il y a les discriminations systémiques, il y a les barrières informationnelles. Il y a beaucoup d'informations. Moi, j'appelle dans un article, c'est l'infobésité. C'est trop d'infos, tue l'info. Beaucoup de sites internet, beaucoup de canaux. Tout le monde parle de l'immigration. Je pense qu'il n'y a pas l'idée de guichet unique. Là, achemine au niveau du gouvernement, j'en suis très content. La transparence de l'information, je pourrais parler une journée. Il y a vraiment un jeu de marketing institutionnel malsain qui fait au Canada, parfois moins au Québec, mais surtout au Canada, pour amener des personnes immigrantes. Il faut qu'on se l'avoue un jour, on amène des personnes immigrantes, pas tout le temps pour l'emploi, on les amène juste pour peupler. Il faut le dire. Il y a une volonté, il y a qu'on appellerait quand même un objectif démographique de l'immigration et qui n'est pas forcément lié à un objectif économique pour combler des emplois. Ça, il faut l'avouer à un moment. Et donc, ces personnes-là, il y a tout un bassin. En fait, c'est comme le tout se passe comme si on veut amener un bassin de main-d'œuvre et on va piger quand on a envie. Donc, cette approche un peu de l'immigration nous fait arriver à des taux de chômage qui frôlent dans la région de Montréal de 28%, notamment pour les personnes issues de l'Afrique du Nord, mais pour des raisons politiques. Et puis, il y a des barrières dont on ne parle pas du tout. Hein. C'est ça, les barrières, moi j'ose en parler, et puis je suis content que même les ministères commencent à le voir. Il y a des formes de désarticulation entre le provincial et le fédéral. Ils ne voient pas l'intégration de la même manière. Le fédéral, c'est le modèle multiculturaliste, tout le monde, chacun fait ce qu'il veut, les uns vivent à côté des autres. Notre modèle qui se veut interculturaliste, le vivre ensemble, c'est l'objet du Québec, c'est le vivre de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc du coup, il y a une différence entre le provincial et le fédéral. Et puis, sachez que le fédéral donne annuellement les fameux transferts donnés par le Canada. L'année dernière, c'était 370 millions de dollars donnés selon la loi de l'entente de 91 au Québec. Et puis cet argent-là, malheureusement, à mon avis, il est utilisé d'une manière qui n'est pas efficiente pour l'intégration des personnes immigrantes. Il frôle des fois le détournement de fonds officiels. Seulement 8% de cet argent va vers les organismes d'intégration qui font 95% de la job. Donc, il y a des dysfonctionnements à ce point-là qui peuvent être négociés. Il y a aussi des désarticulations entre les institutions intergouvernementales elles-mêmes, c'est-à-dire la vision du ministère de l'Emploi et le ministère, avouons-le, le ministère du Midi, du ministère de l'Immigration, n'est pas la même pour l'intégration. Et ça, c'est un problème, parce que oui, ils se parlent, etc., il y a des comités ensemble, mais ils ne voient pas la chose de la même manière. Enfin, il y a une désarticulation entre le palier gouvernemental et les instances locales, municipales. Nous, le cliché, j'aime bien sortir des caricatures, la caricature, c'était entre le président, le maire actuel, par exemple, et l'ancienne ministre péquiste, j'ai oublié son nom, de l'emploi, qui se parlaient même pas, et pour eux, ils se rejetaient la pierre sur la question de l'intégration de l'immigration. Et puis aujourd'hui, le côté municipal
ne joue pas, le palier municipal ne joue pas suffisamment un rôle important pour l'intégration des personnes immigrantes et disent que ce n'est pas de nos prérogatives. Donc, il y a beaucoup de barrières, donc même pour la gestion de la diversité, je peux envoyer à qui il veut le texte parce qu'il faut que je passe vers les stratégies, vers les avenues. Il me reste 1 minute pour parler de choses un petit peu plus positives. Les avenues possibles, si tu permets Lise, je vais en prendre 1 minute. Oui, consolider les partenariats avec les organismes d'intégration, c'est très important. Aujourd'hui, il y a des employeurs au Québec de la région qui ont besoin de main-d'œuvre. Ils ne savent même pas qu'il y a des organismes d'intégration qui sont installés à 1 heure, à 5 minutes de chez eux, donc que ce soit dans les régions ou à Québec. Les canaux d'information, la sensibilisation des employeurs est très importante. Je pense qu'il faut mettre en place, et le ministère commence à nous écouter, un plan de formation dans les entreprises. Maintenant, les entreprises qu'on a rencontrées nous disent on aimerait être formés sur la question de la gestion de la diversité parce que elles non plus, les entreprises n'ont pas beaucoup d'informations là-dessus. Les stages, ça marche très bien pour l'attraction, l'intégration des personnes immigrantes. Il faut le multiplier, faire les liens avec les universités, les collèges, etc. Le recrutement à Montréal, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Au lieu d'aller à l'international, ce qui coûte très cher comme procédure d'attraction, il faut amener les gens qui sont à Montréal vers la région et dépasser le fameux cliché, il y a un bus qui vient de Montréal pour visiter la région de Québec. Je pense qu'il faut institutionnaliser les pratiques. Je vais finir avec les 2 derniers points. Les syndicats, l'implication des syndicats est très importante. Même nous, à notre niveau comme formateurs, on fait maintenant des cours justement qui tiennent compte de la question de la gestion de la diversité dans l'approche syndicale et puis inciter à la formation des employeurs. Et j'espère que j'ai respecté mon temps. Je vais arrêter là. S'il y a des questions, je rentrerai plus dans les détails plus tard. Richard Demers. Merci. Est-ce que vous avez documenté aussi la proportion d'immigrants qui viennent ici, restent un certain temps et quittent, évidemment? C'est quand même une proportion qui est quand même assez significative. Ça introduit aussi un biais de sélection. J'aimerais bien savoir, selon votre expérience, ceux qui restent, est-ce que c'est ceux qui performent le mieux? Est-ce que ceux qui performent le moins bien? Et comment vous en tenez compte dans votre analyse? Est-ce que vous parlez de rester dans la région ou rester au Québec? Ou rester au Canada? Rester au Québec. Au Québec, Canada. Bon. Il peut y avoir la migration, bien sûr, interprovinciale. C'est ça. C'est le casse-tête du ministère. C'est-à-dire aujourd'hui, aussi bien pour le ministère de l'Emploi que pour le ministère de l'Immigration, cette question-là, vous touchez du doigt à un problème très sensible parce que les flux passent par le Québec et vont vers le Canada anglais. Aujourd'hui, parce qu'on dit que les possibilités. Il y a une étude, il y a plus de possibilités dans le Canada anglais, pourtant pour des francophones. C'est ça qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, les francophones utilisent le Québec pour passer le certificat de sélection du Québec, pour venir au Québec, pour passer après en Ontario pour ça. Il y a des chiffres que je ne me souviens pas exactement de c'est quoi l'étude, mais c'était il y a 3 semaines, qui disent que le Québec intègre le moins bien dans toutes les provinces canadiennes et qu'il y a une fuite de 25% pendant les 5 premières années des personnes qui arrivent du Québec. Naturellement, dans cette étude-là, je ne peux pas les citer parce que l'étude qu'on a faite n'est pas centrée sur les personnes immigrantes, mais sur les employeurs. Donc, je peux pas dire dans cet objectif-là, mais je peux vous répondre à titre de curiosité. J'ai fait une étude concernant des entrevues avec 48 personnes immigrantes, et parmi les 48 personnes immigrantes c'était biaisé parce qu'ils ont des difficultés à trouver un emploi, forcément il y a un biais de sélection, mais ils disent si on ne trouve pas dans les 6 prochains mois, on va quitter le Québec pour aller, pour eux c'est Toronto, c'est l'Ontario, etc. Il y en a qui pensent même aller aux États-Unis, des fois d'une manière clandestine. Donc c'est pas évident. Non, c'est pas le retour chez soi, c'est très très rare. On l'a observé pour certains pays. Je peux donner 2 exemples. Pour certains pays où la situation économique s'est améliorée les dernières années, ça a été le cas de plusieurs Marocains. Où maintenant, vous savez, maintenant c'est les Espagnols qui vont travailler au Maroc parce qu'il y a quand même une certaine croissance économique, donc qui vont là. Et on l'a observé également au Brésil, où des Brésiliens sont venus là et qui sont revenus au début des années 2000, moins maintenant, mais au début des années 2000. Mais en général, c'est très rare qu'ils reviennent chez eux, très rare.
Le voyage, je pourrais parler une journée de ce que j'appelle l'histoire migratoire de quelqu'un avant qu'il arrive et après. Donc, le retour à la case départ est très difficile psychologiquement, socialement, financièrement. Une des stratégies qui n'a pas été mentionnée, Kamel, mais je ne sais pas si c'était présent dans tes résultats, c'est le fait que des entreprises vont souvent s'occuper de toute la paperasserie de la personne immigrante. Parce qu'on sait que c'est très compliqué hein, d'obtenir le visa, de faire les papiers qu'il faut pour une meilleure intégration. Est-ce que c'est un cas isolé d'entreprises qui vont avoir un service qui va être offert justement pour les personnes immigrantes dans ce domaine-là avec des conseils juridiques? Tout à fait. Là, il faut faire la distinction entre l'immigration temporaire et l'immigration et les résidents permanents. Pour les résidents permanents ou les personnes déjà canadiennes, l'entreprise ne fait rien parce qu'ils sont en règle. Les papiers sont là, ils ont leur assurance maladie, tout est en règle. Par contre, ces entreprises-là, c'est les entreprises qui sont confrontées à la problématique de l'immigration temporaire. Les immigrants temporaires qualifiés ou pas qualifiés, on l'a vu dans les cas des soudeurs par exemple, c'est le cas typique dans les régions, on a besoin de soudeurs en ce moment. Donc l'entreprise doit prouver aux services canadiens justement qu'il n'y a pas des personnes canadiennes qui peuvent faire le travail, donc elles sont obligées de remplir des documents, le visa, etc. On le fait même à l'université des fois pour les professeurs temporaires ou invités, c'est la même procédure et les entreprises maintenant sont amenées à le faire, mais il y a une réticence parce que la procédure est longue, donc s'ils peuvent trouver quelque chose sur place, elles ont tendance plus à le faire et c'est un coût pour l'entreprise. Merci. Bonjour, je m'appelle Émile. J'aimerais rebondir sur les deux dernières questions qui vous ont été posées. Premièrement, quand on parlait de rétention des immigrants, il y a les derniers chiffres de Statistique Canada pour la région de Québec montraient des signaux très intéressants. Je voulais simplement le mentionner en disant que je pense que c'était 95% des travailleurs immigrants qui avaient été retenus, on pourrait dire, ou qui étaient restés dans la région de Québec. Deuxièmement, quand on parle de paperasse, il y a des organismes comme Québec International qui font des missions de recrutement. Est-ce que ils ont un taux de succès plus élevé que les autres? Avez-vous regardé le résultat? Je vais commencer par le deuxième point. Définitivement. Définitivement, d'ailleurs, mais je n'ai pas eu le temps de le montrer, la meilleure procédure d'attraction des personnes, c'est le recrutement international. C'est normal. À travers Québec, Montréal International ou Québec International, on va là-bas, on donne l'heure juste quand même. Québec International est une institution très fiable, elle donne l'heure juste. Souvent, c'est dans le secteur des TI, encore là. D'accord? Ça ne peut pas être généralisé à beaucoup d'autres statuts d'emploi ou emploi tout court. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut généraliser cette histoire-là, d'autant plus que c'est très coûteux. Ce n'est pas toutes les petites et moyennes entreprises qui peuvent adhérer avec Québec International, Aller International. C'est vraiment les entreprises qui le permettent. Et 90% de ces entreprises-là, ils sont en technologie de l'information et de communication. Maintenant, pour le taux de rétention dans la région de Québec, il faut faire attention. Je ne veux pas être négatif, vraiment pas. Au contraire. Et puis, c'est très bien que les personnes restent. Mais qu'est-ce qu'ils font en rester? Ça, c'est une autre chose. C'est-à-dire, ils restent dans la région de Québec. Est-ce qu'ils trouvent un emploi? Est-ce qu'ils se reconvertissent? Est-ce qu'ils se trouvent maintenant, beaucoup de personnes immigrantes reviennent à la formation? C'était pas ça la politique d'immigration au début. Elle interdisait même ça au début. Les résidents permanents qui arrivaient, dans leur permis de travail, c'était écrit, c'était interdit de de suivre un cours ou d'avoir une formation parce que l'objectif, c'était qu'ils trouvent un emploi tout de suite. Donc, mais maintenant, la stratégie qui marche le plus, là je suis plus côté offre de travail maintenant, de la part des entreprises, des immigrants eux-mêmes, c'est vraiment d'aller se former, de changer, de faire une AEC. Ils ont des masters, des fois des doctorats, mais ils suivent des études collégiales pour permettre de se réintégrer sur le marché du travail. Bonjour et merci pour votre présentation. Je m'appelle Saadia, je travaille pour le Centre multiethnique de Québec et je voudrais parler plus des séances d'information qui sont organisées par des entreprises ou par le gouvernement dans les pays francophones, notamment en France ou au Maghreb, où on vient chercher de la main-d'œuvre, des travailleurs qualifiés notamment, où j'ai l'impression que c'est un peu biaisé aussi. J'étais moi-même assistée à des séances d'information où les stratégies de recrutement sont beaucoup sur le positif, bien sûr, parce qu'il faut recruter du monde, mais on ne parle pas des défis
d'intégration des réalités auxquelles nous pourrions être confrontés une fois arrivés à Québec. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des actions, notamment des stratégies que vous proposez à sensibiliser les entreprises qui partent recruter à l'étranger, et notamment pour les familles, parce que la personne travailleur qualifié peut être intégré par le travail, mais il y a le conjoint, la conjointe qui se retrouvent, et vous avez parlé des entreprises qui prennent en charge les familles, je trouve ça super intéressant, mais ça peut vraiment avoir des répercussions sur l'intégration et l'installation des personnes ici. Est-ce que ça fait partie de vos plans de... Oui, absolument, je les ai passés vite. Vous avez parlé quand même de 3 points ici. Le premier point, c'est celui de ce que j'ai appelé tout à l'heure le fameux marketing institutionnel. Et là encore, il faut faire attention parce qu'il est vrai qu'il y a au niveau fédéral, mais au niveau du Québec, on va vendre le Québec à l'international. Je ne parle pas de Québec international, hein, je parle au niveau international. On va vendre le Québec, on dit ce qu'il en est, etc. Mais faites attention parce qu'il y a beaucoup d'entreprises privées qui le font aussi. Moi, j'y vais, que ce soit, je parlais avec mon collègue, j'étais dans un pays du Golfe récemment, et j'ouvre le journal et je vois le drapeau du Canada, ils me suivent ou quoi? Donc, et là, venez au Canada, etc. Mais c'est des compagnies privées qui essaient de faire le lien. Mais la question qui reste, le deuxième point que vous avez évoqué, c'est l'information. Aujourd'hui, parce que l'intégration, pour moi, elle commence à partir du moment où la personne a dit « Et pourquoi pas aller au Canada ?» Chez elle, là, dans son bled, quelque part, c'est à partir de ce moment-là que l'intégration commence. C'est à ce moment-là que la course à l'information commence. Et donc, où trouver l'information fiable? On se bat pour ça tout le temps. Quand je vois les autres professionnels, je leur dis « Ça serait bien que sur votre site Internet, vous mettez juste 2 informations. » Le délai moyen, les 10 dernières années que les personnes ont attendu pour avoir leur certification. Le taux de chômage par profession. Mais ça, ils ne le mettent pas. D'accord? Il y a quand même un jeu avec l'information. Écoute, il y a toute une étude sur l'économie de l'information. Il y a un jeu avec l'information qui se fait. C'est tout à fait naturel pour amener les gens, mais pas les dissuader. C'est naturel. Oui, la personne elle-même, elle doit faire le travail d'aller chercher l'information. Ça, c'est normal. Encore faut-il trouver les sources fiables pour cela. Le troisième point que vous avez évoqué est lié à la question de la famille. Le projet, c'est un projet familial en général, l'intégration. Oui, il y a des personnes qui arrivent toutes seules, mais généralement, c'est un projet familial et c'est très important que l'information ici soit claire, notamment pour l'intégration concernant la scolarité des enfants, les régions, parce qu'on présente, je trouve qu'encore là, on présente les régions d'une manière un petit peu, comment dirais-je, romanesque. Là, c'est quand on voit le Québec, on voit beaucoup de verdure, etc. Et puis, je pense que on a mieux que les verdures dans les régions du Québec. On a des emplois, en fait. C'est ça. Et puis, et puis, on a des communautés, et puis peut-être pas autant qu'à Montréal, mais je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de choses à déconstruire un petit peu, des convictions à déconstruire là-dedans.